Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allô? Bonjour. Vous m'entendez bien? Bonjour Kamla. Ok, bonjour. C'est super. Euh, ok, donc aujourd'hui, je vais vous présenter le petit quiz qui vous seront vraiment très utiles pour votre examen intra. Alors, avant de vous le présenter, je tiens quand même à vous donner quelques conseils pour que vous puissiez vraiment réussir l'examen en vous inspirant de ce quiz-là. Parce que ce qui va se passer, c'est que le quiz ne sera pas, ça sera exactement comme ça, mais ça ne sera pas les mêmes réponses. C'est-à-dire qu'il y a une petite différence qui change dans le texte. Si vous ne savez pas faire, vous ne pouvez pas regarder. Supposons qu'on a mis une baisse ici, ok, et on met peut-être vendeur ici. Ok, ça change complètement le raisonnement et certains, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste regarder, ok, il y a une baisse, donc si c'était vrai ici, donc ça sera faux de l'autre côté. Non, il peut y avoir une baisse, mais ça reste toujours faux. Du coup, ce qu'il est important de faire, c'est de comprendre toutes les questions, comment est-ce qu'on arrive à répondre à toutes ces 15 questions. Et je pense que vous aurez au moins 60 environ pour l'intra. C'est-à-dire, ne serait-ce que ce quiz-là vous donne déjà comme une bonne longueur d'avance sur l'examen. Donc, je vous conseille à plutôt savoir comment répondre à ces quiz plutôt que de vouloir regarder, OK, comment est-ce qu'on avait répondu au laboratoire et puis essayer de regarder pour donner votre réponse. Il y en a qui ont essayé de faire ça, mais ils ne pouvaient pas donner des justifications. Vu qu'à l'examen, vous n'avez pas le temps d'apprendre encore. Même si vous ouvrez ce quiz, c'est quoi la réponse qui a été donnée pour ce quiz, vous ne pouvez pas savoir exactement ce qu'il y en est. OK? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pour l'exercice 3, on l'avait vu en classe, mais je suis pas sûr de ma réponse en fait, parce que ça dit que le prix des iPads augmente de 1%, puis le suivant, l'exercice 3, Ouais. ça réduit la quantité demandée de 1,5%. Fait qu'on OK. peut dire à ce moment-là que notre élasticité, ça va être moins 1,5% divisé par 1%. Est-ce que je me trompe? OK, d'accord. Donc, quand on va arriver sur là-bas, sur cette question, il faut me rappeler, OK? Parce que les 6 premières, on les avait vues en classe. On les a faites avec le prof et on les a corrigées. OK, Mais OK. la On peut question les 3, refaire quand même. Oui. je vais les refaire, ça ne me dérange pas, là. Oui, oui, je vais les refaire, les 6 premières questions, je vais les refaire rapidement parce que le professeur voulait que je les refasse encore. Donc, c'est parfait. Je vais les refaire également. Et puis, vous allez me, vous allez m'arrêter si vous voulez plus de compréhension pour quelque chose. OK? Alors, donc, ici, la première question, c'est dans le marché des pommes, donc avec cours régulière de demande et d'offres, une hausse du revenu des acheteurs accompagnée d'une augmentation des coûts de la main-d'œuvre pour le pomiculteur aura forcément l'effet d'augmenter le prix et la quantité d'équilibre. Alors, pour répondre à cette question, il faut aller regarder comment est-ce que l'offre et la demande vont bouger. Alors, donc, le fait qu'on dise que il y a une hausse donc, du revenu des acheteurs, ça veut dire que pour les acheteurs maintenant, pour le même prix, ils sont prêts à acheter plus parce qu'ils sont maintenant plus riches. Donc, pour le même prix, ils sont prêts à acheter plus. Donc, ça veut dire que la courbe de demande va se déplacer vers la droite. Okay? Parce que pour le même, pour le même prix, ils sont prêts à acheter plus. Et alors que pour les vendeurs, ce qui se passe, c'est que vu qu'il y a une augmentation du coût de la main-d'œuvre, ça veut dire que euh, quand ils produisent, euh, il faut vraiment que pour la même quantité, ils sont prêts à vendre plus cher. Vous voyez ce qui va se passer? Pour la même quantité avant, il faut qu'ils vendent plus cher pour pouvoir récupérer leur revenu. Donc, pour la même quantité, il faut que le prix soit beaucoup plus élevé. Ou bien pour le même prix, ils vont vendre moins. C'est la même analyse. Donc, pour la même quantité, le prix doit être plus haut. C'est-à-dire que la courbe de l'offre doit se déplacer vers le haut aussi. Okay? Vers le haut. Donc, je vais présenter le corrigé.
Donc, c'est ça. Donc, la courbe de l'offre va se déplacer vers le haut et la courbe de demande va se déplacer vers la droite. Ouais, vers le haut aussi. Ça le prend comme ça. Donc, Est-ce que pour vous la allez même... nous envoyer ce PDF? Pardon? Est-ce que vous allez nous envoyer ce PDF? Vous voulez que je vous envoie ce PDF? Oui, s'il vous plaît. Non, je ne vais pas vous l'envoyer. Ah, OK. Ça risque de vous embrouiller pour l'intra. Je vous envoie plutôt quand même le lien YouTube. Donc, je suis en train d'enregistrer. OK. Alors, comprenez bien. Donc, ça, c'était l'offre, la courbe de l'offre. Vu que les coûts ont augmenté, pour la même quantité, ou bien pour la même quantité, j'étais prêt à un prix comme ça. Okay? Pour cette quantité, une quantité ici, le prix qui correspond, c'est ça. Mais vu que maintenant les coûts ont augmenté, pour la même quantité, je veux un prix plus élevé. Du coup, c'est pour ça que ça doit se déplacer vers le haut. Alors que pour le travailleur, avant, pour la même quantité, ils sont prêts à payer pour un prix. Mais vu qu'ils sont maintenant plus riches, pour la même quantité, ils sont prêts jusqu'à payer un prix plus élevé. Alors, okay? Ou bien, vous pouvez faire l'analyse autrement en disant, OK, pour le même prix, la quantité qu'ils voulaient, c'est ça. Mais vu qu'ils sont maintenant plus riches, ils veulent en acheter beaucoup plus encore. Donc, ils vont acheter plus de quantité. Donc, la quantité qui va correspondre au prix donné là va augmenter vers la droite. Donc, ce qui fait que la demande aussi va augmenter vers la droite. Donc, dans ces conditions, quand l'offre se déplace donc vers la gauche ou bien vers le haut, le prix augmente. Okay? Et quand la demande se déplace vers la droite ou bien vers le haut, ce qui se passe, c'est que le prix diminue. Alors, est-ce que le prix va augmenter ou diminuer à la fin? Mais dans tous les cas, on voit que la quantité augmente. La quantité augmente. Mais est-ce que le prix va augmenter ou diminuer? Ça va augmenter? Là, on ne sait pas vraiment. Parce qu'il faut regarder, premièrement, l'équilibre était ici. L'équilibre était là. Ensuite, il se retrouve là. Ce qui est sûr, c'est que la quantité a quitté donc, de ce point pour aller vers ici. Donc, la quantité a augmenté. Mais le prix a augmenté de... Écoutez, je pense que je vous donne un mauvais... C'est plutôt... Oui, mais ce n'est pas la bonne courbe d'offre. Oui, c'est ça et ça. OK? Donc, premièrement, quand l'offre augmente, l'équilibre se retrouve ici. OK? L'équilibre se retrouve ici. Donc, on a un prix qui augmente suite à un déplacement donc, de la courbe de l'offre vers la gauche. Donc, le prix augmente. Maintenant, après, quand la demande aussi va augmenter vers la droite, le prix va encore augmenter. Okay? Mais cette fois-ci, la quantité, elle va augmenter aussi. Et avant, la quantité avait diminué. Donc, il y a comme une compensation, okay, qui n'est pas totalement 100%, qui pourrait être 100% aussi. Ça peut être plus petit, ça peut être plus grand, l'augmentation de la demande. Donc, tout dépend de comment est-ce que la demande va bouger par rapport à l'offre. Okay? Parce qu'on ne peut pas le savoir d'avance pour la quantité. Le prix, certes, va augmenter. Okay? Premièrement, le prix augmente pour sauter ici, ensuite ça saute vers là. Donc, l'équilibre va de ça à là, après de là à là. Mais on n'est pas sûr pour la quantité, parce que pour que la quantité augmente, il faut bien que la demande, par exemple, vienne quelque part ici. Donc là, on est sûr que le nouveau équilibre donne une quantité plus grande que cette quantité-là. Okay? Mais on ne connaît pas vraiment la valeur du delta Q. Je ne sais pas si vous voyez tout le monde cela. Je vais vous présenter un autre graphique où j'ai fait ce mécanisme. Je vais fermer. Okay. J'arrive. Excuse-moi. Oui. Est-ce que, comme dans chacune des questions, il faut prouver notre réponse à l'aide de tableaux ou... Oui, il faut forcément prouver. OK. Alors, donc, j'ai essayé de faire... ce que j'ai expliqué, c'est que j'ai fait 2 graphiques cette fois-ci, où j'ai fait un graphique dans lequel, vraiment,
la quantité n'a pas bougé et une autre graphique dans laquelle vraiment la quantité est plus faible. C'est simplement parce que ici, l'offre a bougé, la demande aussi a bougé et si vous voyez les flèches, c'est comme la même longueur. Alors qu'ici, si vous voyez bien, la demande a bougé plus grandement que l'offre, ce qui fait que finalement, la quantité est plus faible. Donc, ça dépendra de comment est-ce que les deux effets vont se comporter. OK? Ça dépendra de comment est-ce que les deux effets vont se compenser. D'accord? Donc, à tout moment, il faut pouvoir l'expliquer. Quelqu'un peut le faire en deux graphiques différents. Un autre graphique pour montrer que peut-être la quantité va augmenter. Un autre graphique pour montrer que la quantité va baisser, dépendant de comment est-ce que la courbe de la demande s'est déplacée ou comment est-ce que la courbe de l'offre s'est déplacée aussi. OK? Parfait. C'est important, hein? Parce que vous allez voir, même si la question va venir comme ça à l'examen, vous allez penser que c'est pareil, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas du tout pareil. Ce que je viens de vous montrer, c'est pratiquement la même chose, mais vous avez vu que ce n'est pas dans le même sens que les courbes se sont déplacées. Du coup, il faut vraiment comprendre comment est-ce que ça se passe. S'il le faut, refaites vous-même toutes les questions pour bien comprendre ça. OK. J'ai une question pour toi. Oui. Quand on l'a fait avec le prof, là, si jamais on a la même explication, mais on met comme incertain à la place. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça, en fait, l'incertain, c'est pour dire que pour le... enfin, vous voulez que ici la réponse soit incertaine, c'est ça? Mm-hmm. Bon, la même explication, mais on aurait mis incertain à la place de faux. Bon, je vais dire, vous savez, quand on est dans une incertitude et que quelqu'un se met à affirmer que c'est vrai, ben, ce qu'il dit, c'est faux. Ben non, avec le prof, on avait mis faux parce qu'il avait dit que c'était une question affirmative. Voilà. Donc, quand quelqu'un affirme quelque chose, alors qu'on est vraiment dans une incertitude, on ne sait pas la réponse, ben, c'est faux. OK? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui, dans le fond, c'est vraiment à cause de comment il formule la question. Oui, mais moi, quand vous mettez un certain ici et puis vous me donnez la même justification, bon, moi, je vous donne le point, une autre sur une autre. Hein? OK, parfait. On ne va pas rester dans les, comment je vais dire, dans les terminaisons du genre, OK, certain, bon, faux et tout. Bon, c'est pas ce qui importe, c'est ce que vous comprenez dans votre pensée. Donc, moi, je vais lire votre raisonnement et puis, voilà quoi. Et je vois que l'incertain, effectivement, c'est incertain, mais c'est faux. Enfin, c'est faux ce qu'il est en train de raconter en disant que ça va augmenter la quantité. OK? Donc, ça dépend de comment est-ce que la question est posée aussi, tout à fait. Alors, le petit 2, on dit John peut acheter deux biens, les films et les livres. Alors, ils disent que si le ratio des utilités marginales des deux biens est de 3, lorsque John maximise son utilité totale, alors forcément le prix d'un film est le tiers du prix d'un livre. Wow. Ben, moi je vais dire c'est faux, avant même d'aller calculer. Hein. Vous savez pourquoi ça? Parce que c'est qui? Ben, le problème, c'est que c'est pas précisé si on divise l'utilité marginale du livre par rapport à l'utilité marginale du film ou si on divise l'utilité marginale du film par rapport à l'utilité marginale du livre. C'est ça. C'est juste ça. Parce que si je prends l'utilité marginale du prix du livre divisé par l'utilité marginale du film, bon, bien sûr, peut-être que je peux trouver un tiers, mais si je prends l'utilité marginale du film par rapport à l'utilité marginale du livre, ben, je vais trouver le résultat inverse. Donc, dans tous les cas, ben, c'est faux, parce qu'on est dans une incertitude. Enfin, on ne sait pas, il n'y a pas de précision donc, dans la question, donc on ne peut pas affirmer tout de suite que ça va donner un tiers. Là. Ça va dépendre de comment est-ce qu'on positionne. Donc, moi, je dirais que c'est faux, cette affirmation-là. Elle n'est pas vraie. Okay. Elle n'est pas vraie. Mais bon, quelqu'un peut dire aussi incertaine. Et puis, il donne la même justification. Moi, je donne le point. Okay? Parce qu'on est vraiment dans une incertitude, quoi. Mais quelqu'un qui dit que c'est faux aussi, c'est vrai. Okay? Enfin, quelqu'un qui dit que c'est faux aussi, c'est juste. Je crois que j'utilise vrai et puis faux en même temps. Alors, donc, effectivement, donc ça dépend de comment est-ce qu'on exprime le ratio. Donc, si on le fait film sur livre, ça va donner 3. Alors que
Et si on fait lire sur film qui donne 3, donc finalement, tout le monde comprend que le prix peut être 3 fois comme un tiers. Donc ça dépend. D'accord? Ça dépendra. Okay. Petit 3, on va expliquer ça ici. Donc, ils disent que si pour le iPad, une augmentation du prix de 1% a l'effet de réduire la quantité demandée par 1,5%, on peut dire que la demande pour le iPad est inélastique. Donc, ça veut dire que l'élasticité, là, ça fait moins 1,5%. Oui. C'était qui avait posé la question? C'est Antoine. Oui. Donc, Antoine, ça va donner moins 1,5% parce que l'élasticité, donc la formule, comme je le disais là, ben, ça va donner normalement, donc plus ou moins, donc disons pourcentage d'augmentation de la demande divisé par pourcentage d'augmentation du prix. Ça, c'est vraiment initial. Bon, tu peux mettre la valeur absolue pour faire comprendre, OK. Mais ici, c'est que cette formule-là, ça va dépendre de comment est-ce que tu calcules l'augmentation en pourcentage du prix. Donc, tu peux faire le prix P1 moins le prix P0 divisé par P0, ou bien tu peux faire P1 moins P0 divisé par P0 sur 2, ou bien divisé par P0 plus P1 sur 2. Donc, ça dépend de comment est-ce que vous voulez calculer le taux de croissance vraiment du prix. C'est pas ça le problème ici. L'essentiel, c'est que tu vas faire le 1,5% divisé par 1%. C'est là ta question. Oui, c'est vrai, c'est ça. Okay. Dans le fond, on obtient moins 1,5 comme élasticité, c'est ça, il faut comprendre? C'est ça. On va obtenir moins 1%, moins 5%. Et donc, ça veut dire que c'est élastique. Parce qu'en valeur absolue, c'est supérieur à 1. OK? Mais dans quelle situation on aurait une demande inélastique? Si on prend valeur absolue, ça veut dire que toutes nos valeurs vont toujours être positives. Fait que ça veut dire que pour que ce soit inélastique, si on avait dit que fallait que ce soit inférieur à 0, non. Comment on peut arriver? C'est entre 0 et 1, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça. Il faut que ça soit inférieur à 1. Enfin, compris entre 0 et 1. Inférieur à 1, OK, ouais, c'est bon. C'est ça. Il faut que... en fait, je vous explique le principe. Parce que, regardez ici. Si c'est supérieur à 1, bon, en valeur absolue, hein, mettons tout en valeur absolue pour éviter le signe, dans le fond, on s'en fout. Donc, parce que si c'est supérieur à 1, qu'est-ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire que ceci a augmenté plus que celui-ci n'a augmenté. C'est l'intuition. Donc, pour dire que je suis plus sensible, OK, quand le prix augmente, c'est-à-dire quand la demande augmente plus que le prix n'augmente, ça veut dire qu'il y a une forte sensibilité, donc il y a une élasticité assez importante. Par contre, si c'est inférieur à 1, ça veut dire que celui-ci a moins augmenté que celui-ci. Donc, c'est moins élastique. Donc, c'est inélastique. Ça va venir dans une question de l'examen. OK? Il faut vraiment cerner ça. Et puis, il faut pouvoir bien l'expliquer. Hein. Parfait. Alors, la question 4. Là. Dans une année, Jean peut produire un maximum de 200 unités de maïs ou 150 unités de laine. Ben, c'est toujours la même question. Si sa courbe de possibilité de production est linéaire, quel est son coût de renonciation de laine en termes de maïs? Donc, c'est notre PP numéro 1. Effectivement, c'est comme 20 et puis 16, hein, la même chose. Hein. Donc, ce qui se passe ici, c'est que les 200 unités de maïs correspondent à 160 unités de laine. Et là, qu'est-ce qu'il nous demande? Si sa courbe donc, est linéaire, quel est son coût de renonciation de laine en termes de maïs? Donc, on veut une laine, ça fait combien de maïs? Donc, là aussi, j'insiste là-dessus, ne vous embrouillez pas, s'il vous plaît. Il y a beaucoup qui s'embrouillent. Il y en a qui vont mettre l'inverse du résultat. Essayez de le faire, vous allez voir qu'il y en a qui vont mettre l'inverse. Donc, 200.
c'est 200 maïs et 160 laines. 200 maïs correspond à 160 laines. Voilà, faites-le comme ça va vous éviter des ennuis. Et puis, on veut maintenant le coût de la laine en termes de maïs. Donc, on veut une laine correspondra, bon, je vais mettre ça comme ça, à combien de maïs? OK? Quand vous faites comme ça, c'est plus simple. Alors, ça va faire 1 fois 200 divisé par 160. Donc, ça va faire 5 divisé par 4. Bon, bien entendu, 5, 0, 0. Ensuite, vous divisez par 5, par 5. Non, par 4, par 4. Donc, ça vous donne 5K. OK? Et beaucoup vous donnent 4 cinquièmes. Donc, tout le monde vraiment donne des résultats à l'aléa. C'est quoi je fais là? Voilà, donc c'est 5K, c'est petit c. OK? D'accord? C'est ça. Donc, pour chaque unité de laine produite, il doit sacrifier 5K unités de maïs. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, apprenez à le faire comme ça. Là, vous êtes sûr que vous ne vous embrouillez pas vraiment. D'accord. Petit 5, après la diminution du prix d'un bien A, selon l'effet de substitution, la quantité achetée de A va toujours augmenter, réduire, diminuer ou changer de façon incertaine. Alors, d'après vous, donc, effet de substitution veut dire que je remplace le bien par un autre bien. OK? Alors, donc, si le prix augmente, ben, je vais aller vers l'autre bien. Donc, la demande pour ce bien va diminuer. OK? Ou bien augmenter. Si le prix augmente, la demande va diminuer ou augmenter? Ça va augmenter. Non? Si le prix augmente, ça va diminuer, non? Oui. D'accord? D'après l'effet substitution. L'effet substitution veut que si le prix augmente pour le bien, c'est que vous allez aller chercher un autre bien pour le remplacer. Donc, la demande pour le bien en question doit diminuer. OK? Alors, voilà la réponse. Augmenter, ben non. C'est parce que dans la question, monsieur, le prix, il baisse, il n'augmente pas. Vous êtes en train de poser la question contraire. Ah oui. Donc, après la diminution du prix d'un bien A, tout à fait. Donc, si le prix diminue, ça augmente. Voilà. Donc, vous voyez pourquoi je vous dis, il faut faire vraiment très attention. Si vous mémorisez juste la réponse, ça vous dit non, dans le cours, dans la question du PP, c'est augmenté. Donc, vous aussi, vous mettez augmenté. Vous allez totalement vous perdre. Donc, faites attention, lisez vraiment toute la question. Et je pense que je fais l'erreur qu'il faut vraiment pour vous expliquer que vous pouvez aussi le faire. Donc, lisez vraiment très, 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 très bien pour pouvoir bien répondre aussi, pour pouvoir bien choisir. Parce que vous pouvez lire autre chose et puis... parce qu'ici, par exemple, on peut mettre l'effet revenu. Ouais, ça pourrait changer le résultat. Donc, lisez bien. Alors, petit 6. Si la demande pour le bien A est parfaitement inélastique, une diminution de l'offre laissera inchangée la recette totale du vendeur. Okay? Avant de répondre à cette question, il y a deux choses qu'il faut d'abord comprendre ou bien qu'il faut définir. Si la demande pour le bien est parfaitement inélastique, ça veut dire simplement que le prix pour le bien a augmenté, mais la quantité achetée ou bien la quantité demandée par les clients n'a pas changé. C'est ça, en fait, l'inélasticité donc, de la demande. Donc, le prix a augmenté, mais la quantité n'a pas bougé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Une diminution de l'offre laissera inchangée la recette totale du vendeur. Alors, quand l'offre diminue, ça veut dire que les quantités qui vont être
vendus vont diminuer aussi. OK? Maintenant, est-ce que la recette totale du vendeur va rester inchangée? La réponse, c'est incertaine. Ou c'est faux ou bien c'est vrai. Alors, donc, regardons un peu l'analyse. Donc, quelqu'un peut aller graphiquement, quelqu'un d'autre peut aller vraiment mathématiquement. Donc, la demande est totalement inélastique. OK? Donc, ils disent maintenant que l'offre a baissé. Okay? Si l'offre baisse, ce qui va se passer, c'est que le prix va augmenter. Okay? Quand le prix augmente, donc le prix va quitter donc, un point, donc B pour aller vers E, alors que la quantité ne bouge pas. Or, si la quantité ne bouge pas, qu'est-ce qui arrive? Pour le même prix, enfin, pour la même quantité, je vendais un prix B. Maintenant, le prix a augmenté, je vends toujours la même quantité. D'après vous, les recettes vont augmenter ou baisser? Elles vont augmenter, n'est-ce pas? Donc, les recettes vont augmenter. Okay. Je disais que quelqu'un peut le faire mathématiquement en disant que les recettes totales, ça fait le prix fois la quantité. Donc, bon, je peux dire que recette 0, ça fait P0 fois Q0. Après maintenant, recette P1, ça fait P1 fois Q1. Alors, on sait que Q1, c'est encore Q0. Donc, entre ça et ça, vous savez que P1 est plus grand que P0. Donc, bien évidemment, la recette totale, donc 1, va être plus grand que la recette totale 2. OK? Pas besoin de trop expliquer aussi. Septième question. Dans la situation suivante, on peut conclure que A est un bien normal, un bien inférieur, ou ni l'un ni l'autre. OK? Bon, ici, vraiment, ce qui dérange un peu parfois certains, il faut savoir lire vraiment ce graphique-là. Ce graphique, qu'est-ce que ça veut dire? Cette courbe, vous savez ce que c'est? Cette droite-là. Courbe budgétaire. Oui, la droite budgétaire. Alors, quand on met cette flèche qui va là, ça veut dire que la droite budgétaire s'est déplacée vers le haut, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que cette droite budgétaire se déplace? Qu'est-ce qui explique un déplacement parallèle de la droite budgétaire? Une augmentation du revenu. Exactement. Donc, la seule chose qui permet à la droite budgétaire d'augmenter de manière parallèle est l'augmentation du revenu, ou soit même si les prix augmentent de la même quantité, non, si les prix augmentent de la même, si les prix doublent ou quadruplent, ça ne change pas non plus la droite budgétaire. OK? Donc, c'est le revenu, en fait, qui permet vraiment à ce que la droite budgétaire puisse bouger donc de manière parallèle. Si le revenu diminue, vous allez voir que la droite budgétaire va descendre vers le bas. Enfin, va descendre. Donc, ici, on voit que l'équilibre, quand la droite budgétaire était à ce niveau, on voit que l'équilibre était Q0. Donc, le ménage voulait consommer une quantité Q0. Donc, maintenant que la droite budgétaire s'est déplacée vers le haut, donc il est devenu plus riche, l'équilibre est maintenant Q1. Et Q0 est plus grand que Q1. Mais c'est quoi alors ce type de bien? Un bien que je consomme plus quand je suis pauvre et quand je consomme moins quand je suis riche, c'est un bien qui est, d'après vous, inférieur. ouais, c'est un bien inférieur. OK? C'est quoi un bien inférieur ici? Je ne sais pas. C'est quoi que les riches n'aiment pas manger? Fast food?
je ne sais pas, peut-être le bus, le transport en commun, peut-être. Peut-être le transport en commun. Quand on devient riche, on devient vraiment, vraiment riche, on ne veut plus utiliser les transports en commun. L'autobus, peut-être, ouais. Donc, c'est un peu ça comme un exemple. OK? Ce pas des biens nécessaires ou normaux. Alors, la correction, un bien inférieur, OK, il n'y a pas d'explication. Mais vous devez écrire quelque chose, hein? Écrivez quelque chose pour que je puisse savoir, OK, vous avez compris ce qui s'est passé dans ce niveau. Mais Alors, je ne comprends pas pourquoi c'est un bien inférieur. C'est juste parce que si le revenu augmente, la quantité demandée du bien A va diminuer. Parce que ça veut dire, c'est que si tu augmentes ton. On avait vu ça que quand le revenu augmente, la quantité d'un bien demandé diminue, ça veut dire que c'est un bien inférieur. Parce que comme tu as plus d'argent, tu OK, dis j'achèterai pas ouais. ça. Par rapport au genre de point tangent, là. exactement, parce que les points de tangente sont les équilibres, en fait. Du coup, l'équilibre à ce niveau, c'est Q0 et l'équilibre à ce niveau, c'est Q1. Et puis, on voit que sa quantité a baissé alors que son revenu a augmenté. Donc, on conclut que, OK, il consomme moins le bien alors que son revenu a augmenté. Donc, c'est un bien inférieur. OK, parfait, merci. Alors, si la courbe de demande est P égale à 20 moins Q sur 4 et la courbe d'offre est P égale à 5 plus Q sur 4, ce type de question, vraiment, non seulement ça va venir vraiment dans les questions courtes, mais dans les questions longues aussi. Comment trouver le surplus du consommateur, le surplus du producteur, la perte sèche, c'est dans des choses, quel impact la taxe sur la vente a sur le consommateur et sur le vendeur. Donc, apprenez à calculer vraiment ça. Enfin, si vous visez à avoir 100%, il faut vraiment que vous ayez tout décortiqué à la maison. Donc, on nous donne d'abord une courbe de demande qui est 20 moins et P égale à 20 moins Q sur 4 et l'offre, c'est P égale à 5 plus Q sur 4. Et donc, l'incident de la taxe de vente de $1 par unité sera égal pour le vendeur et l'acheteur. Vrai ou faux? Bien, oui. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la réponse? Ben, moi, je dis que la taxe va être répartie de manière équivalente sur l'acheteur et le vendeur. OK. Pourquoi? J'ai fait mes calculs, puis on trouvait que dans le fond, que l'acheteur payait 5 de plus, puis que le vendeur recevait 5 de moins. Fait que tous les deux perdent 5 à cause de la taxe. Fait que comme en tout cas, bref, je sais plus non, c'était 50 sous, c'était pas 5 Fait que je trouvais à ce moment-là que la répartition de la taxe était équivalente pour les deux. OK. En tout cas, il y a un conseil qui me vient à l'esprit. Ben, n'essayez pas de travailler sur le brouillon, quoi. Travaillez sur votre copie. Parce que le brouillon, ça va vous perdre le temps et puis vous allez vouloir recopier encore et puis ça vous perd le temps et il y en a qui n'arrivent pas à terminer l'épreuve. Alors que écrivez sur la copie. Si ce n'est pas juste gommer et puis continuer tranquillement. Et quand vous trouvez les résultats, écrivez une phrase pour conclure finalement, si c'est ce que vous voulez. Donc, c'est toujours bien de laisser des traces aussi sur la copie. C'est bien comme ça. Donc, effectivement, c'est ce que Antoine a dit, c'est effectivement cela. On va essayer de faire le calcul pour trouver l'équilibre quand il n'y avait pas encore de la taxe. Okay? Donc, on prend la demande égale à l'offre. Ça nous donne 20 moins Q sur 4. Je sais qu'on a déjà fait cet exercice. 20 moins Q sur 4 égale à 5 plus Q sur 4. Et on trouve Q égale à 30. Donc, et le prix qui correspond donc à 30. Donc, vous remplacez n'importe où. Vous allez trouver 15, mais attendez, 30 divisé par 4. Ça fait combien? Ça fait 15 sur 2. 15 sur 2. Donc, ça fait 25 sur 2. OK. Ça fait 12,5. OK? Alors, donc, la taxe sur la vente maintenant. On va essayer de faire une taxe sur la vente. Donc, le prix de vente d'une unité sera vendu à 5 plus Q sur 4 plus $1. Donc, on aura 6 plus Q sur 4. Donc, ça fait l'offre égale à la demande maintenant. On va trouver finalement Q égale à 28. Et le prix chargé, ça fait 13. OK? Et donc, ça fait 50 sous en fait par unité que le ménage va payer. Au lieu de payer, qu'est-ce que je raconte? Le prix net qui est reçu, voilà.
le prix qui est payé maintenant par le ménage, c'est $13 au lieu de payer $12,5. Donc, le ménage paye 50 sous de plus et le vendeur, en prélevant, enfin, recevant $13 chez le ménage, va donner $1 donc, au gouvernement. Donc, il lui reste $12 comme prix net. Donc, au lieu de 12,5 également. Donc, il y a comme une perte donc, de 50 sous aussi chez le producteur ou bien chez le vendeur. Et en même temps, la quantité d'équilibre aussi baisse de 2 unités. Donc, finalement, on aura quand même une perte sèche. D'accord? Donc, l'incidence est la même pour tous les deux. Merci. La question petit 9. Dans la question précédente, quelle est la valeur de la perte sèche causée par l'imposition de la taxe? OK, donc on va aller calculer la perte sèche à présent. Alors, pour calculer la perte sèche, c'est déjà fait directement. OK. La perte sèche, bon, il y a 2 manières de le faire. Soit, premièrement, vous calculez le surplus du consommateur et le surplus du producteur quand il n'y avait pas encore de la taxe. Et ensuite, vous calculez, après la taxe, donc vous calculez le surplus du consommateur, le surplus du producteur. Et vous essayez de comparer avec. Et puis vous faites la soustraction. Ou soit vous calculez directement, donc en trouvant ce petit triangle, donc qui nous donne en fait la quantité, OK? $30, non, 30 moins 28, OK? La quantité qui est perdue fois $1 divisé par 2. OK? Donc, $12 et puis 13. Donc, parce que c'est ce petit triangle que vous voulez, hein? N'oubliez pas ce petit triangle. Donc, on sait que ici c'est 2. Ici, c'est 1. Donc, ça fait 1 fois 2 divisé par 2. Parce que pour trouver ce triangle, ça fait comme il y a un rectangle. Parce que le 2 fois le 1, c'est l'aire du rectangle en fait que vous avez. Si vous divisez par 2, ça vous donne l'aire donc du triangle, la perte sèche. OK. On avait déjà calculé donc sur le TP numéro 2 ou numéro 3. La question petit 10. Alors, ils disent qu'il y a 20 acheteurs dans le marché pour un bien et au prix de $5 chacun. Chacun demande 5 unités. Alors, la courbe de demande agrégée ou totale comprend nécessairement le point prix $5, quantité 100, prix $25, quantité 20, prix $15, quantité 60, prix $5, quantité 5. Je veux vraiment que chacun essaie de donner une valeur avant que je donne la réponse parce que si vous faites une erreur, vous savez que okay, vous avez fait une erreur, c'est mieux de recevoir la réponse sans savoir pourquoi est-ce que ça... Enfin, vous pouvez comprendre pourquoi on a fait ça, mais vous pouvez vite oublier si vous-même, vous ne l'avez pas essayé. Donc, il y a 20 acheteurs dans le marché et chacun voulait acheter 5 quantités à un prix unitaire de 5. Bon. La réponse serait 100. Hein? Donc, la quantité totale qu'il va acheter, c'est 100. Le prix unitaire, c'est $5. Ça ne changera pas. OK? Je ne sais pas d'où ça vient celui-là. C'est ça. La réponse, c'est A. Oui, c'est A. Ça va être ça. Je ne sais pas si vous pensez une autre réponse comme ça, je pourrais enlever l'ambiguïté à votre niveau pour que vous sachiez pourquoi. Mais c'était pas très compliqué comme question. C'est ça, en fait. On dit que le prix au marché, si le prix de marché est à $5, puis qu'il y a 20 personnes qui demandent 5 unités à ce prix-là, ben, ça veut dire que la quantité demandée, ça va être 20 fois le nombre de 20 personnes fois 5 unités par personne. Donc, on trouve que ça va donner 20 fois 5, 100 unités pour le prix à $5. Ça va être notre... Exactement. Puis là, ben, avec la courbe agrégée au total,
c'était un peu pas nécessaire, c'était juste de faire des calculs qui étaient quand même assez simples. Fait que je me dis, Mhm. moi, je sais pas s'il y en a qui ont des ambiguïtés, mais je pense pas que c'était piégeux comme OK. question, là. C'est ça, en fait, le calcul qu'il faut juste faire. Et puis, quand ça apparaît sur la copie, ben, on comprend que, OK, c'est ce que ça donne. OK. Donc, parfois, c'est simple que, bon, on se demande s'il faut expliquer quelque chose. OK, c'est parfait. Par exemple, dans l'examen, on fait juste écrire les calculs vite fait, puis ça va être correct. Oui, moi, OK, pas obligé de faire un tableau, etc. non. L'essentiel, c'est que OK. je comprends que, OK, c'est pas de la bifurcation, on n'a pas choisi au hasard, et puis, ou alors on n'essaie pas de me dribbler, OK? Que je vois les calculs, que je comprends, j'essaie d'aller dans ce que la personne a fait, et puis bon, voilà. Tant que vous pouvez le faire de manière la plus simple possible. OK. Fait que si à l'examen, on fait juste marquer si pour 1, ça vaut 5 combien ça vaut pour 20, puis comment? Oui, c'est ça, ça aussi, ça marche, oui. OK, c'est bon. Puis on va avoir tous nos points. Tout à fait. OK, c'est bon. Alors, 11, là, on va parler des gains à l'échange entre deux îles. Là aussi, il faut faire vraiment attention avec les phrases qui sont là, moins ou plus près, plus éloigné, tout ça. Il faut vraiment comprendre ce qui se passe, la réalité que je vais expliquer tantôt. Alors, on dit que les gains à l'échange donc, entre deux pays, entre deux îles, entre deux personnes, qu'est-ce que ça nous dit la phrase? Est-ce que c'est vrai ou faux cette affirmation? Moins le taux d'échange favorise une partie, plus près de sa propre courbe de possibilité de production reste l'autre partie. OK? Donc, il y a plusieurs notions qui sont quand même entrées ici. Souvenez-vous, donc, sur notre première fiche, il y avait Mary et John. Et quand Mary proposait un échange qu'il n'avantageait pas, elle se déplaçait en bas donc, de sa courbe de possibilité de production. Quand ça l'avantage, elle se déplace en haut, mais plus ça l'avantage, plus ça monte en haut. Okay? Plus ça s'éloigne de sa courbe de possibilité de production. Donc, plus on est avantagé, plus on s'écarte de sa propre courbe de possibilité de production et moins ça avantage l'autre et moins l'autre va s'écarter de sa courbe de possibilité de production. Donc, il y a un mouvement inverse entre mon mouvement par rapport à ma courbe de production et le mouvement de mon concurrent ou bien de celui avec qui j'échange avec sa courbe de possibilité de production. Si moi je me rapproche, c'est que lui, il s'en éloigne de sa propre courbe de possibilité de production. Donc ici, il faut aller décortiquer morceau par morceau. Donc, moins le taux d'échange favorise une partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis plus proche de ma courbe de possibilité de production parce que ça me favorise pas, parce qu'ils ont dit moins. Moins ça me favorise, plus je suis proche de ma courbe de possibilité de production. Okay? Ou bien, moins je suis éloigné de la courbe de possibilité de production. Donc, forcément, l'autre sera plus avantagé. Si moi, je suis moins avantagé, c'est que lui, il est plus avantagé parce qu'ils ont dit l'autre partie. Ils n'ont pas dit moi-même. Parce que vous pouvez trouver dans l'examen, on dit moi-même ici. Alors, l'analyse change complètement. Donc, vous ne faites pas l'analyse par rapport à l'autre, mais c'est par rapport à vous-même. Donc, moins le taux d'échange favorise moi-même, plus près de ma courbe, je reste tout à fait. Mais si moi, je suis près de ma courbe, c'est que l'autre s'éloigne de sa courbe. Okay? Donc, moins le taux d'échange favorise moi-même, plus l'autre est loin de sa courbe de possibilité de production. Donc, cette affirmation est fausse. Est-ce que tu pourrais nous montrer une démarche pour répondre à ça? Parce que moi, personnellement, je ne savais pas comment prouver cette affirmation-là. Oui. Je vais aller alors dessiner. Alors, donc, je vais dessiner alors, donc, je vais tracer la courbe de possibilité comme ça. Oups.
Bon, peut être parfait. Hein. Alors, donc, je vais prendre un premier cas. Donc, où, vous voyez ça, plus celui-ci, il est avantagé. On a ça. Donc, ça, c'est un commerçant, l'autre commerçant qui est là. Et puis, je vais supposer que lui, il se rapproche de sa courbe. Donc, s'il se rapproche, c'est que l'autre va s'éloigner. OK? Donc, dans ce cas, on peut dire que le rouge, le taux d'échange pour ce qui concerne le rouge favorise moins ce commerçant. On est d'accord? Parce qu'il est plus proche de sa courbe de possibilité de production. Parce que quand on est proche de sa courbe de possibilité de production, c'est que, bon, on n'est pas très, très avantagé. OK? Donc, si je suis plus proche de ma courbe de possibilité de production, c'est que le taux d'échange me favorise moins. Donc, par rapport à bleu, du rouge, donc du bleu vers le rouge, le taux de change à ce niveau vers le rouge me favorise moins. Mais en ce moment, ça favorise plus l'autre. Donc, plus proche je serai de ma courbe de possibilité de production quand ça me favorise moins. Et plus éloigné l'autre en sera quand ça me favorise moins. Monsieur, j'ai une question. Oui. Plus la flèche descend, plus le taux diminue ou il augmente? Il me semble que ça augmente, non? Ça dépend. Si on parle en chiffres, genre le taux de variation. Ici? Ouais, plus elle descend, plus ça diminue. Plus le taux diminue. Pour ce joueur. Fait que si, admettons, le taux bleu serait 5, lui rouge serait 3. Ça dépend. Disons que ça, c'est le maïs, OK? Et puis ça, c'est la laine. Donc, un maïs, supposez que celui-ci va fabriquer supposons que lui, il produit le maïs et que la personne ici produit la laine. Donc, quand il vend le maïs, ça lui donne ici plus de laine. Oui, c'est ça. Donc, 5 laines. Non, pardon. 3 laines pour le... Égal 5 Monsieur, laines. j'aurais juste une petite question. Attendez, je vais finir avec lui et puis gardez votre question précieusement. OK? Oui? Oui. Celui qui posait la question. Oui, je suis là. Donc, effectivement, donc, un maïs égale à 5 laines et un maïs égale à 3 laines ici. OK, fait. OK? Mais il faut faire attention maintenant. Si je me retrouve en bas donc, de la courbe de possibilité de production, ben là, je suis totalement désavantagé. C'est-à-dire que je ne gagne même pas à l'échange là. OK? C'est que plus je serai prêt, plus c'est comme si ma perte est moindre. OK? Parce que ça, c'est le côté négatif. Ça, c'est les gains. Mais ça, c'est les pertes. OK? Donc, une perte grande, ben, ce n'est pas la même chose que un gain grand. Hein? OK? Il faut comprendre ça aussi. OK? C'est-à-dire que je n'ai pas envie de dessiner ça. Je n'ai pas envie de dessiner ça. Ça risque de vous mélanger. Mais quand ça retrouve en bas ici. Je comprends. OK, c'est parfait. C'est comme si vous perdez 5 millions, que vous perdez 2 millions. Ben, le fait d'avoir perdu 5 millions, on ne va pas dire que vous êtes plus proche. Hein? Okay. Bon. Oui, la deuxième question, l'autre qui va me poser la question. Oui, alors la deuxième question, c'était par rapport justement à votre graphique. Là, vous avez tracé la même CPP pour les deux. Oui, pour éviter de tracer deux graphiques. Ok, mais si on avait deux CPP différentes avec un qui a l'avantage pour un produit et l'autre a l'avantage pour le deuxième produit. Oui. Ça ne changera rien en fait au niveau de mes flèches, parce que
Je me suis focalisé juste sur les flèches. OK? OK. Ça ne changera rien. En fait, ma question, c'était par rapport à ça. Si on va dans les négatifs, si quelqu'un est extrêmement, par exemple, dans un cas extrême où il échangerait 0 maïs contre 10 laines, il y a quelqu'un qui va descendre très bas, qui va s'éloigner beaucoup. Oui, dans le cas où quelqu'un tombe bas, oui. mais ce n'est pas un gain. OK? Ça fait une perte. C'est ce que j'expliquais tantôt. Ah, OK, là, c'est parce que la question dit gain d'échange. C'est ça. Quand on dit gain, on ne parle pas de perte? Non, parce que ici, déjà, on est dans un gain. OK? Parce que quand on participe à l'échange, déjà, c'est qu'il y a un gain. On peut pas participer à l'échange quand il n'y a pas de gain. OK? On va préférer produire chez soi-même. OK? Le gain, c'est quand tu es en haut de ton CPP. Donc, exactement. Donc, quand on est en haut de son CPP, et plus on se rapproche du CPP, ça veut dire que le gain devient plus petit. Donc, ça veut dire que le gain de l'autre devient plus grand. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Donc, peu importe comment est-ce que la phrase sera changée, vous allez toujours pouvoir répondre parce que toutes les manipulations qu'on pourrait en faire se retrouvent ici. Plus moi, je me rapproche de mon CPP, moins le gain est élevé ou bien plus mon gain devient petit. Et en même temps, le gain de l'autre devient élevé. Donc, lui, il s'éloigne de son CPP. C'est tout. OK? Parfait, merci. J'ai une question. Oui. Admettons qu'on expliquait bien, mais on n'avait pas tracé le graphique, mais on l'a bien expliqué sans tracer les graphiques. Est-ce qu'on va avoir tous les points? Bon, devinez vous-même. Après tout ce que j'ai raconté, est-ce que je vais vous donner le point ou non? Aucune idée, parce que je demande seulement parce que, admettons, on a expliqué de la même façon, mais on n'a pas démontré sur les graphiques, mais on a fait l'explication. À moins que l'exercice dit de faire un graphique, OK? Parce que, en fait, pourquoi je disais de répondre vous-même, c'est parce qu'il faut vraiment comprendre une chose. Hein. Quand vous écrivez quelque chose, essayez toujours de faire comprendre au correcteur que vous savez ce que vous écrivez. C'est tout. C'est ce qui est le plus important. Alors, si vous savez quelque chose, vous savez la raison qui vous a poussé à choisir cette réponse, mais il faut que vous l'écrivez. Donc, une fois que vous l'avez écrit, ben, c'est suffisant. À moins que l'exercice dit non, faites un graphique. Sinon, ben, il n'y a pas de raison forcément de faire un graphique. OK? Donc, le graphique n'est pas quelque chose qui est obligatoire, à moins que c'est le seul moyen de pouvoir voir clairement ce que vous êtes en train de dire. OK? OK? Parce que peut-être le graphique que vous allez faire, peut-être que ça va être encore beaucoup plus confus. Mais si dans l'exercice, voilà, par exemple, cette question, par exemple, bon, je ne dirais pas que le graphique pourrait être obligatoire, mais le graphique permet de mieux voir, en fait, pour la question petit 1. OK? Mais quelqu'un peut ne pas faire le graphique. Okay? Moi, à moins que la question dit clairement, faites le graphique. Soyons vraiment simple, quoi. Ça sera simple, ne vous inquiétez pas du tout. Soyez simple et cohérente, et puis c'est tout. Ça pourra aller. Alors, petit 12, ceteris paribus, ça veut dire toute chose égale par ailleurs. Plus élastique est la courbe de demande, plus l'incidence d'une taxe de vente tombera sur les acheteurs du bien en question. Vrai ou faux? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui? Pour cet exercice-là, moi, ce que je ferais, c'est que je tracerais une courbe d'offre parfaitement inélastique. Puis après ça, dans le fond, tu ajoutes une taxe, fait que ça a un déplacement vertical vers le haut. Tu viens montrer avec ça que, dans le fond, c'est comme le prix va rester le même si ça diminue la quantité, tu montres que toute la taxe va être déposée sur l'acheteur. C'est ça. Donc, dans ce genre de choses, par exemple, le graphique, ça va plus vite. Je ne sais pas si j'avais fait ça quelque part ici. Je ne l'ai pas fait. Hein. OK, ouais, c'est ça, ce que j'ai fait ici, comme ce qu'Antoine disait. Donc là, non, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça.
Donc, pour une demande moins inélastique et une demande plus inélastique, donc ça, c'est une demande. Après, la demande est un peu plus penchée. Donc, je vois que le prix... Je pense que c'était pour la courbe d'offres. La courbe d'offres. Ah oui, ici, c'est... Là, c'est pour la courbe d'offres. Oui. Ben, je comprends pas très bien. Fait que dans le fond, on ne peut pas vraiment utiliser ça parce que dans le fond, c'était l'influence sur la courbe d'offres. La question, c'est sur la courbe de la Ah, demande. la courbe de demande. Oh mon Dieu, hey, j'ai fait l'erreur, désolé. Moi, je cherche la courbe d'offres. Plus élastique est la courbe de demande, plus l'incidence d'une taxe de vente, OK? La taxe de vente a lieu sur l'offre, OK? D'accord, Antoine? Oh, ouais, j'ai juste compris mon erreur. C'est que j'ai fait tout l'exercice, mais en prenant la courbe d'offre et non la courbe de demande. C'est juste ça mon erreur. Donc moi, je le fais ici un peu proprement. C'est que la demande était moins inélastique. Ici, la demande est plus inélastique. Et puis, bon, j'essaie de regarder l'incidence qu'aura la taxe sur l'offre. Donc, ici, l'offre se déplace de la même manière qu'ici, mais on voit que le prix ici augmente moins qu'ici. OK? Donc, l'incidence sur l'acheteur sera beaucoup plus élevée ici. Regardons le corriger. Monsieur, si on veut l'expliquer en mots, est-ce qu'on peut dire que vu que la demande est plus élastique, ça veut dire qu'elle est plus sensible aux variations de prix. Donc, si le prix monte, la quantité d'équilibre, elle va baisser pour compenser ça. Encore, puisque la demande est... Plus la demande est élastique, en fait, plus elle est sensible aux variations de prix. Donc, s'il y a une augmentation de prix, la quantité va baisser pour compenser cette augmentation de prix, pour la ramener à un prix plus faible. OK. Et c'est ça qui ferait que, justement, les vendeurs assument plus la taxe. Non, la deuxième partie, là, je ne l'ai pas comprise. OK, en fait, quand le prix monte, la demande, elle va baisser. Oui, la première partie, elle est claire. Maintenant, quand vous faites le pont maintenant avec la taxe. Avec la taxe, en fait, si la taxe est mise en place, ça veut dire que le prix va augmenter. OK. Donc, les acheteurs vont baisser la quantité demandée pour ne pas avoir à payer plus. Okay. Donc, la différence entre le prix reçu et le prix payé va être assumée. Par exemple, dans le cas d'une demande parfaitement élastique, le vendeur assume la totalité de la taxe. OK. C'est ça. Ouais, bon, je ne suis pas satisfait 100%, mais c'est ça. Je vais vous donner 3,5 sur 4. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes inélastique, quand on parle donc de demande inélastique, en fait, c'est que vous n'avez pas d'autre choix. C'est comme vous n'avez pas de substitut. C'est que vous êtes obligé de consommer les biens, même si le prix augmente. Donc, quand on vient ajouter une taxe, c'est comme si le gouvernement vous punit, en fait, en mettant la taxe parce qu'il sait que vous n'avez pas d'autres moyens. Mais si vous aviez d'autres moyens, quand on met en place la taxe, vous passez de l'autre côté pour aller acheter un autre bien et puis vous échappez à la taxe sur ce bien-là. Mais si vous n'avez pas d'autres moyens, c'est-à-dire qu'on vient maintenant, on dit, OK, une taxe sur les voitures, peu importe les modèles supplémentaires pour construire les autoroutes. Bon, c'est que vu qu'on ne peut pas s'en passer des voitures pour aller prendre des avions ou je sais pas, des trains pour se déplacer, ben, tout le monde va payer cette taxe-là. Donc, ça aura une incidence sur les acheteurs. Mais si la demande pour la voiture était élastique plutôt, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher ailleurs, donc dès que la taxe vient sur la voiture, tout le monde va se procurer un autre moyen de déplacement, je ne sais pas, les vélos. Si c'est plus facile de conduire les vélos au Canada en hiver, oui. Donc, tout le monde va aller prendre les vélos et puis tout le monde échappe à la taxe. Donc, la taxe n'aura aucune incidence sur les acheteurs. Donc, c'est un peu ce mécanisme-là qui est représenté donc, par le graphique ici. Okay? Donc, ce que vous avez dit, c'est ça, mais ça manque un peu de rigueur vers la fin. Sinon, c'est ça. J'enlève des nuits quand même. On n'a pas très bien convaincu. Mais c'est ça un peu. Parfois, les graphiques, ça permet de dire, OK, voici, il n'y a pas moyen de... Donc, parfois, c'est toujours bien si vous avez la possibilité. Mais s'il n'y a pas, et que vous pouvez bien l'expliquer, expliquer. En fait, monsieur, le graphique que j'ai fait, c'est un graphique avec une demande parfaitement élastique, justement.
C'est juste l'offre qui a baissé, donc elle s'est déplacée vers la gauche. Ok. Et là, j'ai montré. Non, il ne faut pas faire une graphique élastique. C'est plutôt la courbe. Regardez ici. C'est inélastique plutôt qu'il faut faire. C'est qu'on est en train de faire le 12. Pardon, excusez-moi, c'est ça que je suis en train de dire. Ah oui, le 12 plutôt. Voilà. Si la courbe de plus élastique est la courbe de demande, plus l'incidence sur la table. Oui, c'est ça. Donc, ok, c'est que vous voulez. Mais si vous faites un graphique où la courbe est totalement, est parfaitement élastique, bon, là, il faut que vous fassiez une autre courbe où c'est pas parfaitement élastique. Ok, vous avez fait 2 courbes, c'est ça? Non, j'ai fait une seule, mais ok, je comprends. Oui, c'est ça. Donc, vous attendez de nous. C'était ça ma question. Je voulais savoir si mon graphique était suffisant et je pouvais compléter avec des mots ou non. Oui, il fallait faire 2 graphiques en fait. Ok, parfait. Impeccable, merci. Pour montrer qu'effectivement, que ici, voici ce que ça a donné. Ici, ok, voici ce que ça a donné. Donc, voilà. Alors, la question 13. Votre réponse était faux. Ici? Ouais. Plus la courbe de demande, plus l'incidence d'une taxe tombera sur les acheteurs du bien en question. Oui, c'est faux. Ok, c'est bon. Parce que quand c'est élastique, ben, tout le monde va échapper. On va échapper à la taxe parce qu'on peut se trouver un substitut parce que c'est élastique. Mais dans le cours, par exemple, dans l'examen, on peut vous mettre inélastique simplement. Et puis, ça change toute l'analyse. Okay? C'est ce qui est fun un peu donc, dans ces genres de questions. OK, c'est parfait. Alors, petit 13. Si lors d'une diminution du prix d'un bien, l'effet de substitution est contrebalancé, donc parfaitement contrepartie, et la contrepartie par l'effet revenu, on peut conclure que la demande du bien est parfaitement inélastique. Vrai ou faux? Oui, d'après vous, ça sera vrai ou faux? L'effet revenu est totalement compensé par l'effet substitution. Enfin, l'effet substitution veut qu'on diminue la quantité demandée, mais l'effet revenu veut qu'on augmente la quantité demandée. Donc, si les deux se compensent, c'est que la quantité demandée ne va pas du tout changer. OK? Donc, c'est inélastique. Donc, c'est vrai. Comment on peut le démontrer, ça? Parce que je viens de dire. Ce que je viens de dire, ouais. Mettons, si on fait un graphique, tu peux-tu le laisser là juste pour qu'on le prenne en note? Parce que moi, je n'avais pas compris la question. Fait que j'aimerais ça juste pour prendre le graphique en note. Non, en fait, le graphique même, ça sera plus compliqué. Hein? Moi, je pense, à mon avis, dans ce contexte, parce qu'ils disent que l'effet substitution et l'effet revenu se compensent au niveau de la demande. Ben, déjà, ça veut dire que la demande ne va pas changer. Donc, c'est comme si c'est une manière de nous dire que le prix a augmenté, mais la demande n'a pas changé. Donc, c'est inélastique. Mais ce graphique... Contrebalancer, ça veut dire comme il réagit. Ouais, je pense que... genre de face. Je pense que le professeur Robert, il est anglophone. Il doit être anglophone. C'est compensé. Donc, c'est compensé parfaitement. Il doit être anglophone. Donc, Monsieur, j'avais juste une petite question parce qu'on a eu en fait un seul cours avant l'examen à propos de ça, par rapport à l'effet de substitution et l'effet de revenu. Oui. Juste une petite question théorique. Je vais juste regarder mes notes de cours. Mais en fait, vers la fin de nos notes de cours, le prof nous avait dit... Je vais juste retrouver ma question et je vais vous la demander. Donnez-moi juste 2 petites secondes. Il n'y a pas de souci. Je vais lire la question 14 et puis dès que vous le trouvez, vous me faites signe. Donc, ici, on nous dit si le prix de biens A et B augmente chacun par 100% et le revenu de l'individu se voit doublé, l'effet sera de déplacer la droite de budget parallèlement vers l'origine. Bon, c'est faux, avant de réfléchir. Pourquoi c'est faux? Parce qu'ils ont dit que ça va se déplacer vers l'origine. C'est faux.
Parce que si tu dis que le prix du bien A et du bien B augmente chacun par 100%, ça veut dire que leur prix va doubler. Ouais. Puis si tu doubles le revenu, ben, ça veut dire que les points, 2Y divisé par 2 fois le prix de A, ben, ça va donner la même chose que Y sur P de A. Fait que dans le fond, on n'a pas, ça va rester la même courbe. La courbe ne va même pas se déplacer si tu doubles le revenu et les prix. C'est ça. Donc, le revenu, c'est PX fois X, PY fois Y aussi. Donc, si le revenu a doublé, donc on aura 2 fois R. En fait, multiplier juste ça par 2. C'est tout. Donc, c'est comme, ça reste toujours la même équation. Donc, 2R, 2P, 2P ici. Donc, c'est la même équation. OK? Il n'y a aucun changement dans cette affaire-là. Est-ce que tout le monde comprend ça? Donc, ça ne changera rien. Regardons les origines. Donc, c'est ça. Donc, le Y0 va passer à 2Y0. Le PA0 va passer à 2PA0. PB0 va passer à 2PB0. Bon, Y ici, c'est le revenu. Moi, je l'ai noté R. OK? AB, c'est moi. Ici, Y. Donc, regardons dans ce contexte. Donc, le revenu va monter, doubler, le prix double, tous les prix doublent. Ben, c'est comme si rien n'a changé. Hein? C'est comme aujourd'hui, par exemple, on augmente, on décide de doubler tous les prix dans l'économie et puis on double tous les salaires. Ben, tout le monde va rester intact parce que tous les prix ont doublé, tout a doublé, enfin, absolument tout. Mais c'est comme si rien n'a changé. Mais si on double les prix uniquement et qu'on n'a pas doublé les salaires, donc c'est là que les gens vont commencer à crier. Si on double les salaires, qu'on n'a pas doublé les prix, c'est là que tout le monde va être content. Okay? Donc, c'est vraiment, il n'y a rien qui a changé. Donc. La dernière question, c'est voici un marché. On veut imposer un prix plancher de 6 $. Et puis, on veut voir quel effet ça va créer. Est-ce que ça va entraîner une pénurie ou bien un surplus? OK? Alors, donc, là, il faut aller résoudre ça. Il faut trouver l'équilibre. Et puis, pour voir si, en fait, l'équilibre est déjà au-dessus du prix plancher ou alors en dessous du prix plancher. Et puis, se mettre maintenant au niveau du prix plancher pour voir quelle sera la demande, quelle sera l'offre. Ça, déjà, ça fait tout un exercice. Alors, donc, la demande, c'est ça. L'offre, c'est ça. Quand on met les deux, égalité, égalité, on trouve un prix d'équilibre de 4 $ et une quantité d'équilibre de 2. Alors, si le prix plancher est de 6 $, c'est que ce prix de 4 $ ne peut pas fonctionner. Parce qu'il faut que le prix soit au-delà, ou bien au-dessus de 6 $. Donc, le prix qui va être pratiqué sera finalement 6 $. Alors, quand le prix est pratiqué de 6 $, quelle serait la demande finalement, la quantité demandée? Ça va être 4 moins 6 sur 2. Combien déjà? Ça fait 1. Et l'offre serait 6 moins 2, ça fait 4. Donc, l'offre, ça fait 4. La demande, c'est 1. Mais donc, s'il y a un surplus, ce n'est pas une pénurie. OK? Les gens veulent acheter une quantité, les gens veulent vendre 4, donc il y aura un surplus de production. Donc, ce n'est pas une pénurie. Est-ce que c'est bon? Alors, la question que vous voulez poser? Oui. Alors, pour l'effet de prix et l'effet de revenu, ouais. Je ne sais pas si vous regardez les séances de cours qu'on fait avec le prof. Non. Mais en fait, il nous avait donné un cas où il y avait sur un graphique la quantité de B et la quantité de A. Okay. Et là, on devait étudier l'effet de prix et l'effet de revenu. Et il nous avait dit que pour un bien normal, quand le prix de B baisse, l'effet de substitution a pour effet d'augmenter la quantité d'équilibre de B. Puisque son prix baisse, l'effet de substitution fait que sa quantité augmente. Et l'effet de revenu, c'est le revenu aussi augmente. On va en consommer plus. Donc, les deux vont dans la même direction. Tout à fait. Mais pour un bien inférieur, l'effet de substitution fait que les gens ils vont en consommer. C'est ça, c'est la partie que je n'ai pas trouvée super claire.
Donc, selon moi, ce que j'aurais pensé, c'est que si même si c'est un bien inférieur, si le prix baisse, l'effet de substitution va faire que les gens vont en consommer plus. Mais l'effet de revenu, s'il augmente, la quantité baisse. Comme dans l'exemple qu'on a fait, le numéro 12 ou 13, je ne sais plus. Les deux se contrebalancer, ça voudrait dire que le seul cas possible, ça serait que le produit soit un bien inférieur? Non. Ben, quand le fait revenu et l'effet substitution, parce que le fait revenu, quand le revenu augmente, c'est qu'on veut acheter plus le bien. OK? Oui. Et puis, le prix de ce même bien aussi augmente. Donc, on veut l'acheter moins aussi. OK? Donc, c'est ce qui fait qu'il peut arriver à un moment donné pour un bien normal, l'effet revenu, parce que l'analyse que vous faites, c'est que vous faites l'analyse en termes d'une baisse de prix. Vous voyez? Oui, exactement. Non, mais l'analyse n'est pas toujours en termes d'une baisse de prix, mais ça peut être aussi en termes d'une hausse de prix. OK. S'il y a une hausse de prix pour un bien normal, l'effet Oui. de substitution va faire que la quantité va baisser. Oui. Et l'effet de revenu, ça va faire qu'on va en consommer plus. Oui. Donc, ça peut se contrebalancer, c'est ça? C'est ça. OK. Et pour un bien inférieur, avec une hausse de prix, l'effet de substitution va faire qu'on en consomme moins. Oui. Et l'effet de revenu va faire qu'on en consomme moins aussi. Donc, les deux vont aller dans le même sens. C'est ça. OK, parfait. OK, merci beaucoup. Bienvenue. OK. Ben, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui êtes prêtes pour l'examen. Il faut réviser les séances d'exercice. Ça ne va pas trop s'en éloigner. Puis, il faut savoir faire les calculs. Perte sèche, surplus du producteur, surplus du consommateur. Et puis, au niveau des taxes, les coûts de possibilité de production. À l'examen, on ne va pas vous donner des coûts de quantité de production qui ne sont pas des fonctions linéaires comme on l'a vu au TP. Donc, essentiellement, ces quiz, quand même, vous donnent un peu l'idée de ce qui va se passer à l'examen. D'accord? Ça peut paraître un peu long. Ce que tu viens de dire, c'est que les courbes de possibilité de production à l'examen vont être linéaires. C'est ça que tu dis? Oui, ça ne va pas être quelque chose qui va vous demander de construire des choses bizarres. Non. OK? Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je vais courir chercher mon fils à l'école. Moi, j'ai